Salut tout le monde, bienvenue dans Tour d'Europe, votre émission sur l'actu du foot européen à retrouver chaque lundi sur la chaîne YouTube d'Eurosport France. Je suis Arthur Merle, très content de vous retrouver. Voici le programme du jour. Sans surprise, il sera en grande partie vampirisé par ce PSG Bayern Munich qui nous attend mardi soir en demi-finale aller de Ligue des Champions. On va décrypter ça dans tous les sens avec David Lortolari, spécialiste du foot allemand, et Elton Mokolo, spécialiste de la Ligue 1. Les clés tactiques, les compos possibles et puis un petit bonus, le 11 mixé des deux équipes par chacun de nos deux spécialistes. On gardera ensuite Elton sous le coude pour parler quand même de ce qui s'est passé en Ligue 1 ce week-end et parler notamment de Marseille et Monaco. Ont-ils abandonné la course à la Ligue des Champions? Sont-ils désormais trop loin? On va lui poser la question. Et puis on terminera en Liga avec Anna Caro, aussi impliquée entre guillemets dans cette semaine de Ligue des Champions, puisque l'Atlético de Madrid défie Arsenal dans ce qui sera peut-être the last dance pour Antoine Griezmann, la dernière chance pour le Français de conquérir un titre majeur avec l'Atlético avant son départ pour la MLS. On va parler de tout ça. Voilà pour le programme. Le rappel, c'est toujours le même. Vous nous retrouvez tous les lundis sur la chaîne YouTube d'Eurosport France. Les meilleurs moments de l'émission en petite pastille vidéo sur eurosport.fr. Commentez, partagez, ça nous aide beaucoup. Voilà, vous avez le programme, vous avez le rappel. On est prêt, c'est parti. PSG, Bayern Munich, c'est l'énorme choc qui nous attend mardi soir en demi-finale aller de Ligue des Champions. Ça se passera au Parc des Princes pour cette première manche. On va en parler en long, en large, en travers avec nos deux spécialistes. Elton Mokolo, spécialiste Ligue 1. Comment ça va, Elton? Salut Arthur, salut David, salut à tous. David Lortolari, spécialiste Bundesliga. Salut David, comment ça va? Salut à vous, salut à tous. Ben, ça va, on a vécu un Mayence-Bayern complètement fou ce week-end et ça va nous donner peut-être quelques clés aussi pour le match qui vient. Ouais, on va en parler. On va déjà poser un petit peu de contexte. Tu as raison de commencer à en parler. Elton, d'abord, côté PSG, il y avait eu cette défaite un petit peu enquiquinante face à l'OL. Mais derrière, match en retard 3-0 contre Nantes, match à Angers 3-0. Au moins, on aura un PSG qui ne sera pas pollué dans cette notion de course au titre avant de défier le Bayern. Semaine très importante en ce qui concerne la Ligue 1 avec ces deux victoires. Ces deux victoires qui te permettent d'avoir deux jokers sur le sprint final avec encore 4 journées restantes. Alors oui, il y aura la rencontre à Bollard. On a le sentiment que le PSG, qui a 6 points, voire 7, avec la différence de but qui est favorable, a fait le plus dur sur cette semaine. Ça peut paraître, entre guillemets, marrant de dire que le PSG a fait le plus dur en ce qui concerne la Ligue 1, mais il était vraiment important sur le sol national de retrouver cette forme de domination après la défaite contre l'Olympique Lyonnais, la défaite contre l'Olympique Lyonnais, qui aurait pu laisser penser qu'il aurait pu avoir un match très important contre Lens. Ouais. Depuis Lens, ça fait match nul à Brest et le PSG en a tout de suite profité en gagnant contre Angers. Donc sur le plan national, sur le plan français, le PSG a fait le travail. Maintenant arrive le main event. Voilà, mais au moins le PSG aura l'esprit libre. David, la semaine, elle a été riche en émotions aussi du côté du Bayern. Il y a eu cette qualification en finale de Coupe d'Allemagne face à Leverkusen. Et puis ensuite, David, il faut que tu nous racontes ce match complètement dingue à Mayence. 0-3 à la mi-temps, 4-3 à la fin. C'est saut Bayern Munich finalement. Ah oui, complètement. Il y a des confrères munichois ce matin qui disent on appuie sur un bouton et hop, on change de mode au Bayern. Alors attention, parce qu'appuyer sur un bouton, c'est pas seulement la tête, c'est aussi certains joueurs. On va y venir. Il y avait effectivement une démonstration de supériorité il y a quelques jours contre le Bayer Leverkusen pour se hisser en finale de Coupe d'Allemagne. Ça, c'était très important pour le Bayern. Alors, je dis pas que ça pèse parce qu'il y a 3 compétitions à disputer. Le championnat est gagné désormais et sécurisé. La Coupe d'Allemagne, c'était très important pour les Bavarois parce que ça faisait 6 ans qu'ils n'étaient pas allés aussi loin. Et ça, pour le public, pour le club, ça a de l'importance. Et se hisser en finale, ça sera contre Stuttgart dans un mois, un choc du Sud très intéressant à Berlin. C'était important pour le Bayern. C'est fait. Et derrière le championnat, Vincent Kompany, l'entraîneur belge du Bayern, a décidé de faire tourner 8 joueurs titulaires, ne l'étaient pas dans le match de coupe qui avait précédé. Du coup, les Bavarois se sont retrouvés surpris par un Mayence qui, lui, avait de l'appétit, avait besoin de convaincre pour rester en première division la saison prochaine. Donc, on a eu un adversaire agressif, un adversaire très motivé, qui a eu de la réussite, qui a mené 3-0 à la pause. Et là, on a regardé un petit peu les statistiques dans l'histoire de ce championnat et on s'est aperçu que c'était extrêmement rare que le Bayern ou qui que ce soit renverse 3 buts de retard. C'est arrivé 1 ou 2 fois, je crois, contre Bochum dans les années 70 notamment. Et puis, le truc, c'est qu'à la pause,
Donc à la 45e, quand on revient sur le terrain, on voit Harry Kane, Michael Olise qui sont prêts à entrer. Et là, on se dit, ah, ça va peut-être pas être le même match. Et effectivement, le Bayern ne s'est pas forcément pressé, le Bayern n'a pas forcément cherché à tout casser tout de suite, mais au fil des minutes, on a compris en regardant la montre, un but marqué, deux buts marqués, trois buts marqués avec l'égalisation de Jamal Musiala. On a compris que le Bayern revenait dans son mode rouleau compresseur, dans son mode invincible. Et le fait de faire entrer des joueurs avec le discours de Vincent Kompany à la pause aussi, dont personne n'a voulu nous donner des détails, et le Bayern a retrouvé son attitude habituelle de la saison, c'est-à-dire irrésistible et devant à l'arrivée. Messieurs, je vais vous poser la question du favori, mais de manière un petit peu détournée, en m'appuyant sur une statistique, celle d'Opta, qui annonce que le Bayern a 62,8% de chances de se qualifier en finale, et donc 37 et des brouettes pour le Paris Saint-Germain. Elton d'abord, est-ce que cette statistique, elle te semble non pas fiable, mais cohérente? Et est-ce que ça vient un petit peu traduire ce doute qu'on a, en tout cas côté français, il y a eu ce match de Ligue où le Bayern avait été supérieur en première période et finalement il reste ce petit doute. Est-ce que le Bayern n'est pas la seule équipe en Europe qui peut poser beaucoup de problèmes au PSG cette saison? Pour moi, par rapport à la statistique, j'irai pas jusqu'à 60%, mais pour moi, oui, le Bayern est favori. Pas seulement par rapport à ce qui s'est passé au Parc des Princes, mais par rapport à la réalité de la saison européenne et de la saison en Bundesliga, à savoir que le champion d'Europe fait face à la meilleure équipe d'Europe cette Ouais. saison. On ne peut pas dire autre chose quand on regarde le Bayern, son football très optimiste, porté vers l'avant, et un football qui fait des ravages. Donc aujourd'hui, le PSG est quand même dans une situation qui est paradoxale, champion d'Europe, mais pour moi, le challenger face au Bayern, c'est un statut qui peut être rapidement balayé si le PSG l'emporte sur la demi-finale. Et par rapport à la photographie de la saison, l'équipe pour moi qui a le mieux travaillé, c'est le Bayern. Et quand bien même il y a une double confrontation contre le Real Madrid qui s'est jouée dans les dernières minutes, il faut quand même contextualiser, c'était le classique de la Ligue des Champions. On Ouais. sait toujours que ces matchs sont particuliers, mais toujours est-il que pour moi, le Bayern est favori. Maintenant, quand on s'appelle le PSG, on en a cure. Luis Enrique l'a dit en conférence de presse, contre Chelsea, la presse annonçait Chelsea favorite. Ça n'a pas forcément été le cas sur le terrain. Donc aujourd'hui, c'est un statut qui est relatif. Mais oui, je te mettrai le Bayern devant sur la double confrontation. David, j'imagine qu'on ne dit pas autre chose en Allemagne. On est, j'imagine, obligé d'annoncer ce Bayern Munich comme favori, étant donné la saison spectaculaire qu'ils réalisent, les Bavarois. J'imagine qu'il y a ce degré de confiance quand même supplémentaire. Complètement, et en particulier avec ce scénario du week-end. Alors on pourrait se dire, tiens, c'est inquiétant quand il n'y a pas tous les titulaires sur le terrain, c'est un peu plus désorganisé, c'est un peu moins fluide, c'est un peu moins impressionnant. Effectivement, ça l'a été, mais derrière, avec, ne serait-ce qu'avec l'entrée de Olise et Harry Kane, tout change. Donc oui, cette confiance accumulée, Jamal Musiala a dit juste après le match, bien sûr que ce scénario-là nous donne un petit supplément de confiance en plus, donc, j'aurais été complètement dans le sens d'Elton si on avait eu tous les remplaçants habituels disponibles. Côté Bayern, je suis un tout petit peu plus prudent et peut-être un tout petit peu plus inquiet aussi à l'unisson des supporters du Bayern avec les absences provisoires, mais des absences quand même de certains joueurs du milieu et de certains joueurs offensifs. Serge Gnabry absent, Rafael Guerreiro touché également ce week-end, qui était titularisé, qui ne sera pas disponible pour ce match-là, qui vient cette semaine. Tom Bischoff, qui ne sera pas forcément complètement rétabli aussi. Alors, ce ne sont pas des titulaires, tous ces garçons, mais ça fait des solutions en moins quand même sur le banc. Donc, voilà, peut-être de 60-40, on reviendrait vers 52-48, quelque chose comme ça. Bayern confiant, Bayern peut-être légèrement favori, mais peut-être un peu moins à l'aise, un peu moins confortable par rapport au banc dont il va disposer mardi soir au Parc des Princes. Messieurs, si on parle un petit peu tactique et qu'on repense aussi à ce match de Ligue, qu'est-ce que Paris, Elton, doit, selon toi, changer ou sur quoi Paris doit appuyer, voilà, en se reprojetant un petit peu en arrière sur ce match qui avait vu les deux équipes s'affronter? Beaucoup plus être conquérant avec le ballon, dans cette capacité à contourner le pressing très agressif du Bayern, ce marquage en individuel, les centraux qui n'hésitent pas à aller dans le coin adverse. Là-dessus, on l'avait vu sur la première période, le PSG avait été largement battu sur cet aspect, avait même fait des erreurs gravissimes à ce stade de la compétition avec l'erreur de Marquinhos, Dembélé qui perd le ballon sur le premier but.
Tout ça, c'est des choses à ne pas répéter, encore plus sur une demi-finale de Ligue des Champions, parce que le Bayern, on l'a très bien vu, c'est le séquencier qu'ils affectionnent, se nourrir des erreurs des adversaires. On l'a vu contre le PSG, on l'a vu au Bernabéu contre le Real Madrid, où il y a eu 2 erreurs, et le Bayern a été impitoyable là-dessus. Vraiment, cette idée de contourner ce marquage individuel du Bayern, et pour moi, il y aura des données qui vont être très, très importantes. L'apport des latéraux, qui sont pour moi les Ouais. meneurs de jeu du côté du PSG. Alors oui, il y a Vitinha, oui, il y a Dembélé, mais on le sait, du côté du PSG, quand Achraf Hakimi, quand Nuno Mendes sont en capacité de casser le pressing adverse, le PSG va mieux. Et si les latéraux du PSG sont en capacité de casser ce fameux pressing, le PSG sera plus compétitif. Pour moi, ça sera une donnée fondamentale. La deuxième donnée fondamentale, c'est cette fameuse transition défensive côté parisien. Et moi, j'attends énormément le PSG là-dessus parce qu'on l'a vu en Ligue des Champions. Alors, même si ça n'a pas porté à conséquence, contre Chelsea, contre Liverpool, il y a eu des moments de flottement où cette transition défensive, elle a été mise à mal. Et il a fallu notamment un Safonov et même un Pacho pour sauver l'équipe. Et contre Bayern, il faudra faire beaucoup mieux. David, il y a peut-être une question qu'on se pose sur le Bayern si on doit identifier une faille. Côté parisien, on a appris notamment du match retour contre Liverpool que Paris avait appris à vivre plutôt pas mal sans le ballon. On sait que ça va être un sujet majeur, qui aura le ballon et qui devra défendre le plus. Est-ce qu'il y a un petit doute sur la réaction de ce Bayern Munich quand il n'a pas le ballon? Je dis ça parce que autant au match de Ligue contre le PSG, le Bayern avait su faire le dos rond en deuxième période en infériorité numérique, autant on peut avoir des doutes quand on voit ce qui s'est passé contre le Real où le Bayern était quasiment en danger à chaque fois que le Real récupérait le ballon. Oui, je comprends ta question. Alors, j'ai pas trop cette sensation. Alors, on a vu hein, cette saison. Alors, ça remonte parce que c'était à l'automne. La seule défaite européenne du Bayern, c'était contre Arsenal, 1-3 à Londres. On a vu des séquences assez longues où Arsenal avait mis un peu le Bayern sur le reculoir. Donc, c'est un peu une terre inconnue malgré tout parce que ça arrive très souvent. Cette saison, le Bayern a toujours le ballon, le Bayern domine. Et ça peut être une inconnue. Statistiquement, c'est pas la meilleure défense de l'histoire. Hein. En championnat, le Bayern de Guardiola avait terminé une saison de mémoire avec 18 buts encaissés. Là, on est aux alentours de la trentaine. Donc, ça va être évidemment une question. Malgré tout, il n'y a aucun affolement à n'importe quel endroit du terrain. Ça relance toujours très court. Et puis après, on peut retourner la question aussi. C'est-à-dire quand le Bayern récupère le ballon, Elton en parlait et soulignait cet aspect-là du jeu, ça peut mettre très facilement l'équipe adverse en difficulté aussi. Il y a très, très peu de cas hein, cette saison où le Bayern a été obligé de défendre. Ça risque malgré tout sur certaines séquences au Parc des Princes de l'être. Et voilà, en fonction des absences aussi, est-ce que des joueurs comme Leimer, par exemple, seront titulaires parce que Vincent Kompany va décider qu'il faut justement accepter de subir par moment et qu'un joueur comme ça peut être très utile dans la récupération. Voilà, là on rentre dans la tactique et dans la précision du 11 de départ, mais ça peut être peut-être une petite faille relative des Bavarois. On a très très peu d'exemples hein, cette saison pour voir un peu comment ils réagissent face à une équipe qui possède longuement le ballon. On va en parler justement de ces compositions probables d'équipe. Elton, a priori, selon l'équipe, à l'heure où on enregistre, il y aura un groupe au complet pour le Paris Saint-Germain, ce qui n'est jamais arrivé cette saison. Est-ce que, d'une part, tu as quand même des doutes sur l'aspect physique de Vitinha, de Nuno Mendes, qu'on a vu parfois finir avec une pointe derrière la cuisse, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui peut t'inquiéter? Et d'une deuxième part, est-ce que toi, tu as des doutes, des questionnements sur le 11 possible maintenant que tout le milieu de terrain est là et qu'il y a 4 hommes pour 3 postes en attaque? Sur la problématique physique, je suis en alerte. Alors, Luis Enrique aime bien balayer cette idée, notamment sur le physique, mais on peut qu'être qu'en alerte quand on regarde l'état de Vitinha, Nuno Mendes, Achraf Hakimi, Oui, qui est, sorti à la mi-temps. qui est aussi sorti contre Angers. Mais je me dis que l'adrénaline, la portée de ce match demi-finale de Ligue des Champions, risque de faire que les joueurs seront prêts, seront compétitifs. Maintenant, sur l'identité du 11 de départ, va y avoir des choses intéressantes parce que déjà, comme tu l'as expliqué, c'est la première fois que le PSG a son groupe au complet sur la saison, donc que Luis Enrique a matière pour pouvoir avoir une influence beaucoup plus importante sur le tableau noir, encore qu'il n'a pas forcément besoin de ça. Donc il y aura des interrogations sur le milieu de terrain. Fabien Ruiz est revenu depuis une dizaine de jours en ce Ouais. qui concerne la compétition. Il a été titulaire contre Angers, mais je pense que Zahir Emery va continuer en tant que titulaire. Et sur le plan de l'attaque, je pense que Bradley Barcola, qui est également revenu de blessure,
sera remplaçant et qu'on aura un PSG où en fait Zahir Emery et Désiré Doué seront les titulaires aux côtés d'une équipe qui sera très classique pour moi. David, tu commençais à parler éventuellement d'un questionnement autour de Leimer. On a lu ici et là qu'il pouvait y avoir un sujet aussi éventuellement autour de Leon Goretzka qui pourrait renforcer le milieu du Bayern à la place par exemple d'un joueur plus offensif comme Musiala. Est-ce que c'est fondé tout ça? Est-ce qu'il y a vraiment des doutes à ce sujet-là? Raconte-nous un petit peu. C'est simplement les absents qui vont obliger Vincent Kompany à des choix peut-être, alors pas étranges, hein, parce que c'est toujours très classique, 4-2-3-1, le fonctionnement avec derrière Harry Kane, mais l'absence de Raphaël Guerreiro qui a dépanné comme ailier droit ce week-end, bon ben ça c'est quelque chose qui n'existera pas. Gnabry ne sera pas disponible ni pour le mondial d'ailleurs par parenthèse, donc il ne sera pas derrière Harry Kane. Il y a une question, il faut partir de l'arrière très simplement. Il y a une question pour Vincent Kompany, c'est est-ce que j'aligne la vitesse d'Alphonso Davies comme latéral gauche? Vous allez comprendre pourquoi ça a des conséquences sur le reste. Est-ce que je l'aligne d'entrée pour contrer les offensifs et les offensifs venus de l'arrière du PSG? Si oui, ça libère Konrad Laimer pour être au milieu de terrain et renforcer éventuellement, mettre une digue. Sinon, ça veut dire qu'on aurait Stanisic, Laimer comme latéraux. Ça peut être l'un à gauche, l'autre à droite et vice-versa parce que les deux ont joué là. Et ça veut dire que vous avez une solution en moins au milieu de terrain. Et donc, si Musiala n'est pas à 100%, parce que c'est la grande question au Bayern, est-ce que Musiala est prêt à assumer désormais le rôle de numéro 10 derrière Harry Kane physiquement? S'il n'est pas à 100%, oui, ça veut dire qu'on pourrait avoir les trois milieux de terrain défensifs ensemble. Pavlovic, Kimmich et Goretzka. Mais je crois très franchement, même si on est au Parc des Princes, que l'arrogance, entre guillemets, du Bayern va faire que Vincent Kompany devrait aligner Musiala. Et dans ce cas-là, on aura juste le choix, comme latéral gauche, Stanisic ou Laimer ou Alphonso Davies. Ce sont des petites subtilités, mais effectivement, avec les absents dont on parlait un peu plus tôt dans notre conversation, il y a un petit peu moins de choix pour Vincent Kompany. J'ai du mal à croire que Goretzka soit titularisé vraiment, parce qu'il n'a pas occupé ce poste-là quasiment jamais, en fait, hein, avec le Bayern, un cran devant Pavlovic et Kimmich, qui seront sans aucun doute les deux titulaires en numéro 6. Bon, messieurs, on va terminer cette discussion avec un petit bonbon. En restant dans la thématique des 11 de départ, je vous ai demandé avant cette émission de m'envoyer vos 11 combinés du PSG et du Bayern Munich. Voilà, votre meilleur 11 possible en prenant les joueurs des deux effectifs. On vous les affichera à l'écran. On va commencer par le tien, Elton. Tu as mis 6 Parisiens, 5 Bavarois. Bon, dans un 11, tu pouvais difficilement faire plus équilibré. Explique-nous un petit peu les choix que tu as fait. Alors, choisir, c'est éliminer. Il n'y a pas eu d'état d'âme au moment de faire le casting, même s'il y a des joueurs extraordinaires qui ont été laissés sur le côté, tant côté parisien que côté bavarois. Dans les buts, j'aurais pu mettre Safonov, mais plus sérieusement, on va mettre Manuel Neuer, qui est la référence dans les buts. Et je vous renvoie à son match au Bernabeu, même si c'est vrai que le match retour a été un peu plus compliqué parce qu'il a été sur la photo de famille dès le premier but madrilène. À droite, j'ai mis Achraf Hakimi, latéral droit. La charnière, j'ai mis Upamecano, qui a été fondamental sur le quart de finale retour, et notamment son 1 contre 1 avec Vinicius. Pacho, qui est pour moi un défenseur qui est extraordinaire. On a probablement les 2 meilleurs défenseurs centraux de la planète. À gauche, j'ai mis Nuno Mendes, qui est un joueur fondamental en plus de son rôle de latéral gauche, dans sa capacité à casser le pressing, à apporter cette supériorité numérique dans le camp adverse. Milieu de terrain, Joshua Kimmich qui est le baromètre, celui qui est le marionnettiste de cette équipe bavaroise, celui qui est capable de mener le jeu. À ses côtés, ça va peut-être étonner, mais pour moi, c'est un joueur qui est tellement important et c'est l'un de mes chouchous sur la scène européenne. Joao Neves, qui est fondamental par son abattage physique, par sa qualité de dernière passe, comme on l'a vu face à Liverpool. Il y a le trio offensif, ou plutôt la ligne de 3. Michael Olise, je suis obligé de mettre Michael Olise, qui est sur un niveau qui est quand même extraordinaire. Je vous renvoie à sa double confrontation contre le Bayern, tant au Bernabeu qu'au match au retour avec ce but extraordinaire. J'ai mis en numéro 10, dans un rôle un peu plus hybride, Ousmane Dembélé, qui est quand même le Ballon d'Or, qui est un joueur très important.
J'aurais pu mettre Luis Diaz qui fait une saison qui est extraordinaire du côté du Bayern, mais je vais quand même mettre Monsieur Kvaratskhelia en Ligue des Champions qui est extraordinaire avec des Parisiens. Et devant, je suis obligé de mettre Sir Harry Kane. Sir Harry Kane, par son importance, sa capacité à être un meneur de jeu et surtout sa capacité à être un buteur létal. Donc voilà ma composition. On va passer au 11 de David et là, il faut vous mouiller la nuque parce que c'est légèrement moins dans l'entre-deux. David, tu nous as choisi tout simplement le 11 du Bayern Munich qu'on voit tous les week-ends, à l'exception quand même, il faut le dire, d'Alphonso Davies que tu mets titulaire alors que c'est plutôt donc Laimer et Stanisic. Tu nous expliqueras pourquoi. David, il faut arriver à le défendre quand même ce 11 parce que tu nous laisses notre ballon d'or national quand même sur le banc. J'en attendais pas moins de voilà. David. et donc tu estimes, et tu vas t'en justifier, que le Bayern Munich a, poste par poste, un meilleur joueur que l'équipe du champion d'Europe en titre. Oui, alors Elton nous a fait du très sérieux, du scientifique, et comme ça, instinctivement, je mettrais bien un Hakimi et un Kvaratskhelia dans un 11 de la saison, tout club européen confondu. Mais j'ai gardé un petit fluide, une petite alchimie collective aussi pour composer ce 11. Voilà, donc pour moi, Kvaratskhelia et Hakimi, s'ils sont en pleine possession de leurs moyens, font partie d'un 11 européen de la saison. C'est peut-être un peu paradoxal avec ce que je vais vous dire derrière, mais oui, je me suis posé la question au moment où le Bayern a fait tomber le Real, alors que c'était un petit peu devenu douloureux dans la dernière décennie. Je me suis dit, tiens, quel joueur du PSG on pourrait intégrer dans cette équipe? Manuel Neuer, un monument, on va le garder dans les buts. Harry Kane, un monument en attaque, on va le garder également. Luis Diaz, c'est vraiment le joueur qui, derrière Michael Olise en Allemagne, impressionne le plus aujourd'hui par sa capacité à combiner les passes décisives et les buts. Plus de 10 dans les deux cas pour lui en championnat, c'est une rareté absolue en Bavière. Donc Luis Diaz à gauche, ça me va très bien. Michael Olise à droite, sa légèreté de pied, sa capacité à avoir un geste juste en permanence et à tromper n'importe quelle défense, je le garde aussi. Jamal Musiala derrière Harry Kane, parce que Musiala, c'est un joueur spécial, un peu comme Kvaratskhelia d'ailleurs aussi, de l'autre côté, c'est-à-dire un joueur qui, sur un mouvement de hanche, sur un éclair, peut vous changer le cours d'une action, peut vous changer le cours d'un match. Kimmich, Pavlovic, ça fonctionne aussi très bien. Le système en 4-2-3-1 permet d'avoir deux joueurs complémentaires comme milieu défensif. Ça me va très bien. William Pacho, on l'a vu en Allemagne, notamment avec Francfort, on voyait sa progression et ses capacités. C'est très, très fort aussi. Mais Jonathan Tah et Dayot Upamecano sont des joueurs qui peuvent contrer n'importe quelle puissance offensive dans l'axe. Et puis alors sur les latéraux, voilà, là on a la question, on a 3 joueurs pour 2 postes. Côté Bayern Munich, Stanisic, formé au Bayern, très sous-coté sur la scène européenne, est un formidable défenseur extrêmement équilibré sur la capacité à défendre et à attaquer. Et puis côté gauche, ou l'inverse, parce qu'ils peuvent jouer des deux côtés tous les deux. Laimer, la générosité de Laimer dans un match européen, c'est très important. Sa capacité à mettre la pression en permanence sur les mollets de l'adversaire, ça me va très bien. Et si c'est Alphonso Davies, c'est une botte secrète aussi avec sa vitesse. Donc voilà, pour moi, le 11 du Bayern, sur ce match-là, je le prends, je le garde et je n'y touche pas. C'est intéressant parce que ça traduit aussi les matchs dans le match qui va y avoir, notamment dans les couloirs. Elton, ça va être un aspect important, des latéraux très performants des deux côtés, des ailiers très performants, ça va être aussi une des clés. On parle souvent de la bataille du milieu, mais sur les côtés, ça va être... D'autant plus que les latéraux du Bayern, c'est très intéressant d'en parler. Au mois de novembre, on avait eu notamment Laimer qui, si je dis pas de bêtises, était sur le côté gauche et Stanisic sur le côté droit. Ça avait été une donnée fondamentale. Ils sont capables de jouer dans les deux postes, ce qui aurait pu paraître paradoxal parce que sur le papier, on peut se dire c'est pas forcément Oui. les meilleurs latéraux, mais moi j'aime beaucoup cette idée que ce sont peut-être pas les meilleurs latéraux au monde, mais ce sont les meilleurs latéraux pour le Bayern, pour comprendre le Bayern de compagnie, notamment dans cette capacité de libérer aussi bien
les offensifs en attaque par leur montée, mais aussi d'être capable de défendre en avançant, ce qui est une condition sine qua non dans le Bayern de compagnie. Alors oui, il y a la variable d'Alphonso Davies. On aurait pu s'attendre que par rapport au nom, par rapport à la stature d'Alphonso Davies, même s'il était blessé, il puisse revenir progressivement et qu'il soit titulaire. Mais en fait, le football, c'est le terrain. C'est ce qui se passe dedans. Et on parle de joueurs qui ont été très importants, qui vont être très importants sur cette double confrontation. Et dans cette idée-là, que ce soit Laimer, qui est pour moi, il court 15 km par match, Stasic est tout aussi important. L'importance des côtés sera très primordiale pour expliquer cette double confrontation. Il y a beaucoup de données tactiques, mais les joueurs de côté auront leur mot à dire. On va conclure là-dessus, David, peut-être sur ce dernier point. Je rigolais sur le fait que tu n'avais pas mis Ousmane Dembélé, Ballon d'Or en titre dans ton 11, mais ça traduit quand même bien toute la confiance qui anime en Allemagne l'aspect offensif de ce Bayern qui semble prêt à terrasser à peu près n'importe qui. Oui, parce que le record de 1972, les 101 buts sur 34 journées, était absolument mythique. Il y avait Franz Beckenbauer, Ouais. d'ailleurs, qui avait marqué ce 101e but. Il y avait Gerd Müller. On est aujourd'hui au-delà des 110. Alors, ça veut dire que les adversaires en Bundesliga sont peut-être généreux défensivement et que le Bayern profite d'adversaires moyens, voire modestes, voire faibles. Mais ça veut dire aussi qu'il est plus fort que jamais en attaque et qu'il a toujours des solutions. Toujours, toujours. Quand Olise n'est pas très en réussite, quelqu'un d'autre prend la relève. Et une demi-heure plus tard, c'est le contraire. Donc ça va être le vrai défi quand même pour le Paris Saint-Germain, au-delà de mettre en difficulté la défense du Bayern, qui a quelques failles, on l'a très bien dit. Ça va être un vrai défi pour le Paris Saint-Germain, éprouver sa défense face à cette équipe-là. Ça, c'est voilà, ce chiffre-là, il ne faut pas le sous-estimer. Plus de 110 buts dans une saison, ça n'était jamais arrivé en 60 ans de Bundesliga. On va conclure là-dessus. On a pris le temps, on a été un peu long, mais je pense que ça méritait. Merci beaucoup, messieurs. Merci à toi, David. On va te libérer pour nous parler un petit peu de Ligue 1 entre nous, de cette bonne vieille Ligue des talents qu'on n'oublie pas quand même. Merci, David. On te souhaite une belle semaine de foot européen. Et puis évidemment, on se retrouve lundi prochain. Ce sera avec Cyril, mais pour débriefer ce match aller et se projeter sur le match retour. Merci à vous, très bonne semaine et bonne chance à Strasbourg qui a éliminé Mayence en quart de finale d'une Oui. petite Coupe d'Europe et maintenant il y a toutes les chances pour Strasbourg pour faire un superbe exploit. Effectivement. Salut, David. Elton, on relâche un petit peu la pression pour se concentrer sur la Ligue 1 qui est pas moins passionnante en vérité. Et on parlait d'Europe juste avant, on va continuer d'en parler. C'est le blockbuster de cette fin de saison, la course à l'Europe et en particulier à la Ligue des Champions dans cette Ligue 1. Elton, match nul de l'Olympique de Marseille dimanche soir face à Nice, un partout. Il y avait eu le nul aussi concédé par Monaco face à Toulouse samedi soir. Est-ce que ces deux équipes-là, on affichera le classement, mais on a l'OM à 4 points du top 4 désormais et Monaco à 6 points du top 4 à 3 journées de la fin. Est-ce que ces deux équipes-là ont réalisé ce week-end le faux pas de trop dans cette course à Ligue des Champions ? Écoute, Arthur, ce dimanche, j'ai regardé Liège-Bastogne-Liège pour Paul Sexas et Tadej Pogacar. J'ai le sentiment, pour aller dans la métaphore cycliste, que là, il y a eu de lâcher pour la Ligue des Champions, que ce soit Monaco et l'Olympique de Marseille. Alors oui, ils peuvent encore se qualifier, mais sincèrement, il reste 3 journées. Il y a des écarts de points qui, à ce stade de la saison, me paraissent bien trop importants pour que ces deux équipes, les deux en plus, puissent se qualifier en Ligue des Champions, parce que c'était une journée où il ne fallait pas perdre de points. Et il se trouve que Rennes a arraché une victoire dans les dernières minutes. Lyon a gagné, même s'il a souffert contre Auxerre. Lille a arraché une victoire sur la pelouse du PFC. Ouais. Alors que le PFC a eu un penalty. C'était des matchs bascules. Et l'Olympique de Marseille a perdu des points dans les dernières minutes. L'AS Monaco a perdu des points dans les dernières minutes. Et là, j'ai le sentiment que ces deux équipes, par rapport à la Ligue des Champions, ça risque d'être très compliqué. Et pour moi, ces deux équipes ne seront pas en Ligue des Champions. Tu as commencé à le dire, perdre de points dans les dernières minutes, c'est des choses un petit peu qu'on a vues tout au long de la saison, notamment du côté de l'OM, mais que ce soit pour Marseille et Monaco, est-ce que ces deux nuls, ils ne sont pas symboliques de toute la saison de ces deux clubs qu'on n'a jamais réussi vraiment à suivre en fait ? Exactement, c'est des saisons qui ont été irrégulières si on veut être positif, médiocres si on s'en tient à la stature de ces deux clubs qui, je vous rappelle, étaient 2 et 3e de la dernière Ligue 1, ou plutôt de la Ligue 1 2024-2025. Des équipes, c'est encore une fois la photographie de la saison. Première journée, l'Olympique de Marseille perd un match dans les dernières minutes sur la pelouse de Rennes. Ils ont perdu des points face à Strasbourg.
retour face à Toulouse au Vélodrome. Là, encore une fois, un pénalty maladroit, un pénalty stupide t'empêche de remporter un match qui est très important. Et du côté de Monaco, face à Toulouse, qui vient d'avoir une énorme déception en demi-finale de Coupe de France, défaite contre Lens. Toulouse est mené 2-0. Toulouse a, pour moi, terminé sa saison. On se dit que Monaco s'en va tranquillement vers une victoire. Relâchement puni avec 2 buts très évitables pour le club de la Principauté. Donc, pour moi, il n'y a pas de secret, à savoir que ces 2 équipes qui ont des mots qui sont trop importants pour être compétitifs en Ligue 1 ne devraient pas disputer la Ligue des Champions. Petit focus particulier sur l'OM, mais on a vu dimanche soir des choses qui vont pas redorer forcément l'image de cette équipe. On a vu ce combat de coq entre les 3 Argentins, en particulier les 2 de la défense centrale, Medina, Balerdi, mais même Rouli qui s'en est mêlé face à Eli Wahi, et à la fin, Wahi qui sanctionne tout le monde d'une panenka. Est-ce que l'OM n'a pas perdu trop d'influx avec tout ça, avec les sorties médiatiques dont on a beaucoup parlé aussi? On sentait Højbjerg fatigué de tout ça. Est-ce que c'est aussi un peu ton sentiment? Exactement, on a l'impression que la parole, parler, c'est un sport qui est bien plus important que jouer au football du côté de l'Olympique de Marseille. Surtout quand on regarde les 3 Argentins qui, pour moi, ont perdu sur tous les tableaux, c'est-à-dire sur le terrain, même s'il y a eu que match nul, mais surtout dans le fait d'avoir galvanisé un Eli Wahi. Pour moi, ça a été stupide, ça a été hors de propos. Et quand on écoute, quand on lit les déclarations d'Habib Beye en conférence de presse, quand il a été interrogé là-dessus, on sent un entraîneur qui ne veut pas trop en dire, mais qui en a beaucoup sur la patate, parce que effectivement, quand on est sur un match, on est sur un sprint final de Ligue des Champions, le focus, l'attention doit être portée sur ce que l'Olympique de Marseille doit faire sur le terrain, et pas sur des choses périphériques qui annexent et qui polluent la performance de l'Olympique de Marseille. Et là, quand on voit les défenseurs centraux et le gardien qui joue à un intox qui est finalement perdant, avec en plus un Eli Wahi qui met une paninka à Geronimo Rulli, on peut s'interroger sur les bienfaits de cette méthode, une méthode qui a été perdante. Mais encore une fois, est-ce qu'on est surpris? Arthur, on le répète, on le répète, on le répète. Et là, je me répète encore une fois, on a trop dit, on a trop parlé sur ces joueurs qui étaient dans l'intimidation, qui étaient contre-productives et qui se retournaient contre eux-mêmes. Et encore une fois, ça n'a pas dérogé. Peut-être qu'au bout de la 10e fois, peut-être qu'au bout de la 11e fois, Balerdi, Medina, Geronimo Rulli vont comprendre qu'ils y perdent beaucoup. On va refermer la page Olympique de Marseille et Coupe d'Europe pour parler 1 minute de course au maintien, parce qu'il y a des choses qu'on commence à voir plus claires en haut de tableau. C'est pareil dans le bas de tableau. Est-ce que pour toi, ça va être le statu quo jusqu'en fin de saison? Metz, Nantes qui descendent, Auxerre qui sera barragiste? Pour moi, on risque de se diriger vers ça parce qu'il y a eu la loi des dernières minutes qui a aussi fait mal, notamment dans le bas de tableau. Bon, même si Metz a égalisé dans les dernières minutes, mais il fallait une victoire pour tenter d'espérer se maintenir. Là, a priori, c'est la dernière semaine officielle de Metz en tant qu'équipe de Ligue 1. Et même chose pour Nantes avec le symbole qui est cruel, fort. Valentin Rongier, joueur formé à Nantes, qui a été capitaine de Nantes, qui met ce but qui, pour moi, va précipiter Nantes dans une descente, même si mathématiquement, ça n'est pas terminé. Mais encore une fois, on a vraiment le sentiment que Nantes va descendre. Et du côté d'Auxerre, il fallait au moins espérer arracher un match nul sur la pelouse de l'Olympique Lyonnais. Il n'en a rien été, même si Auxerre a marqué le but de l'espoir, le but du 3-2. Mais finalement, il n'y a que de l'espoir. Donc, a priori, pour moi, on se dirige vers Metz, qui devrait descendre cette semaine, Nantes qui devrait le suivre, et enfin Auxerre. Petite question de bonus avant de te libérer, Elton. On parlait de notre joueur de la saison dans le FC Stream Team vendredi. Jeudi, le NFP va dévoiler les nommés dans chaque catégorie. Qui est ton joueur de Ligue 1 de la saison? Alors là, c'est très difficile. Je t'ai pris un peu de cours, je ne te l'ai pas posé avant l'émission, la question. C'est très difficile parce que, en fait, il y a eu des dynamiques qui ont été tellement changeantes. Et quand on parle de dynamique, on est obligé de se tourner vers l'équipe qui est championne de France, le PSG, où c'est difficile de dégager un joueur. On pourrait mettre Vitinha, on pourrait mettre Dembélé. J'ai pas d'avis tranché sur la question et ça va être très difficile de mettre en avant un joueur. Effectivement, très dur. Nous, on avait eu beaucoup de mal aussi. Vitinha pour ma part et Cyril avait voté Florian Thauvin de son côté. Mais effectivement, ça risque d'être assez indécis cette saison. Merci beaucoup, Elton. Voilà, on a été un peu plus bref évidemment sur la Ligue 1 que sur la Ligue des Champions. Actualité oblige, mais on se retrouve lundi prochain dans Tour d'Europe. Tu seras avec Cyril pour parler Ligue 1, Ligue des Champions comme d'habitude. Merci beaucoup. Je te laisse là et nous, on va rejoindre Anna Caro pour parler foot espagnol.
Allez, on termine ce tour d'Europe du côté de la Liga. On a des choses à se dire, notamment sur l'Atlético de Madrid qui va affronter Arsenal en demi-finale de Ligue des Champions. On va parler du championnat d'abord, mais avant tout, salut Anna, est-ce que tu as passé un bon week-end? Salut tout le monde, on a passé un bon week-end franchement, assez, mouvementé on va dire, avec un peu de polémique d'arbitrage, un coup de poing en Liga 2, enfin vraiment, voilà. Un week-end bien chargé en Espagne, comme il avait un peu manqué quand même cette saison. C'est vrai que ça a été un petit peu l'image forte là de ce dimanche, ce coup de poing. Donc, alors j'ai oublié les deux équipes, il y avait Santander dans le lot si je dis pas de bêtises, mais ça, on C'est parle que de ça là. Saragosse, Huesca, ouais, Ah oui, en Saragosse. Liga 2, 2 clubs sont menacés de descente en Liga 2. C'est dommage parce que la Liga 2 cette saison est comme quasiment toutes les saisons depuis 5 ans, est vraiment passionnante parce qu'on sait vraiment pas qui va monter à la fin. Pour la descente, c'est un peu réglé et j'ai l'impression que les 2 équipes se sont vraiment tiré une balle dans le pied parce que les 2 gardiens se sont pris un rouge donc voilà, ça risque d'être plus ou moins réglé cette histoire. Bon, on va reparler Liga, un cran au-dessus. Parlons d'abord du Real Madrid. Un match nul un partout, concédé dans les derniers instants face au Betis, c'était vendredi soir. Bon, on se prend de retard sur le Barça. Tu me disais en préparant l'émission qu'on a un Real Madrid en vacances, c'est ça Anna? Ouais, on a Real qui est en vacances alors qu'en vrai quand on regarde sur le terrain, les joueurs qui étaient présents, on avait l'impression qu'eux n'avaient pas forcément envie d'être en vacances. Ils avaient envie un peu de relancer cette machine de, bah, pourquoi pas faire douter un peu le Barça, dans ces derniers instants de la Liga. Mais en fait, on arrive sur un Real qui a, bah, beaucoup de limites, comme on l'a dit, quasiment tout au long de la saison et qui craque dans les derniers instants parce que, bah, défensivement, c'est beaucoup trop faible et là, malheureusement, j'ai l'impression de me répéter et que ça fait 2 ans quasiment que je parle de cette défense du Real qui est vraiment, bah, fébrile au point de prendre un but d'Hector Bellerin qui quand même, ne fait pas une saison exceptionnelle, hein, on va être assez honnête. Donc c'est un Real qui a tout à reconstruire là avec ce match nul, voilà, il y a plus aucun espoir de Liga, du côté de Madrid. On se tourne globalement beaucoup vers ce qui va être fait la saison prochaine et pour l'instant, ça reste un grand point d'interrogation. Ce qu'on a comme info pour l'instant, c'est que c'est Florentino Pérez qui devrait décider lui-même et tout seul de qui sera l'entraîneur la saison prochaine. Il a pas envie d'être influencé parce qu'il dit qu'en gros, Xabi Alonso, son arrivée, c'est un peu influencé par, ses conseillers, que c'était pas une bonne idée. Bon, ça reste à voir quand on voit ce qu'a pu faire Arbeloa par la suite. Mais c'est vrai que ouais, il y a vraiment cette sensation de vacances au point que là, Kylian Mbappé qui est sorti sur blessure contre le Real Betis, la dernière tendance et ce qui sort du côté de Madrid, c'est que Mbappé ne joue potentiellement plus avec le Real Madrid jusqu'à la fin de la saison. Alors pourtant sa blessure n'est pas grave, en tout cas de ce qu'on sait des premiers instants. Mais voilà, le Real n'a plus rien à jouer. Est-ce qu'il y a vraiment un risque à prendre sur ces derniers matchs en Liga alors qu'il y a la Coupe du Monde qui arrive? Bah, visiblement, c'est un risque qui ne devrait pas être pris. En tout cas, ce qui fuit de ce côté-là, c'est qu'il ne devrait plus rejouer. À voir de quel côté viennent ces infos, si c'est plutôt, côté Mbappé ou côté Real. Parce que bon, on peut imaginer que le Real a quand même envie, que Ouais. Mbappé rejoue un peu d'ici la saison et au moins même pour des questions purement financières, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, c'est une ambiance assez particulière pour ce Real qui va enchaîner une deuxième saison blanche. Même si, pour Mbappé, c'est pas une saison blanche parce qu'il y a eu des trophées la saison passée. Mais voilà, en Espagne, c'est vraiment perçu comme tel et c'est vraiment un échec que, ces 2 saisons, 2 premières saisons, avec Mbappé se terminent ainsi parce que, bah, on n'a jamais vu un Real vraiment très impressionnant et d'un point de vue comptable, il y a pas les résultats qu'il faut. Juste pour rebondir sur la blessure de Kylian Mbappé, très intéressant d'avoir tes infos sur le fait de le laisser sur le banc ou pas sur la fin de saison. Mais tu nous confirmes bien, oui, que c'était une petite alerte, alerte musculaire. Si tu peux nous en dire un petit peu plus pour ceux qui n'ont pas suivi ce petit feuilleton. Ouais, voilà, grosso modo, c'est une alerte, musculaire au niveau de la cuisse et il a demandé quasiment tout de suite le changement, contre le Ok. Betis. Bon, en fait est que derrière le Real prend un but, une fois qu'il sort. Mais non, non, enfin, a priori, ça devrait rien enfin, ne pas être, quelque chose de très grave. Il doit passer d'autres examens ce matin quand même, il faut le dire. Ok. Donc là, il est plus ou moins 10 heures. On devrait en savoir, je pense, plus, dans l'après-midi vers 13-14 heures, souvent à ces horaires-là de sortie d'entraînement.
et on saura à ce moment-là si Kylian Mbappé va rejouer ou pas pour la fin de saison. C'est pas sûr que le Real le communique de but en blanc comme ça sur son site, mais on aura les premières tendances en tout cas. Gardons un petit peu la même ligne éditoriale entre guillemets pour parler du FC Barcelone, à savoir la blessure récente de Lamine Yamal, pardon. Alors victoire 2-0 face à Retafe pour le Barça ce week-end, mais je voulais avoir ton avis. Est-ce que en Espagne on est un petit peu critique sur la gestion de Lamine Yamal avant sa blessure? En gros, est-ce qu'on a trop fait jouer ce si jeune joueur? Ah, il y a vraiment un point de critique, c'est que Lamine Yamal a joué le derby contre l'Espagnol, qui n'est pas un foudre de guerre, on va dire, en Liga avant le match retour contre l'Atlético en Ligue des Champions, alors qu'on savait déjà à l'époque qu'il y avait une petite alerte Ok. au niveau musculaire. Et donc, vraiment, tous les médias avant ce derby contre l'Espagnol disaient que Lamine Yamal allait être sur le banc. C'était vraiment la tendance globale, même un gros turnover contre l'Espagnol, ce qui n'a pas été le cas, même à un niveau global, au-delà du cas de Lamine Yamal. Donc, il y a un peu cette critique-là de dire, mais en fait, pourquoi il a été forcé pour ce match contre l'Espagnol? Derrière, il y a cette blessure. Euh, En Espagne, on va dire que Hansi Flick est plus ou moins épargné par les critiques là-dessus, même s'il reste ce point d'interrogation quand même, parce que il peut jouer le mondial, parce que Lamine Yamal sera Ouais. là au mondial. Donc c'est vrai que pour l'Espagne, c'est quand même hyper important de savoir qu'on pourra compter sur Lamine Yamal cet été. Et puis d'autant que bah, les résultats du Real Madrid et du Barça, qui a quand même gagné à Retafe, ce qui est quand même très compliqué ce week-end, font que bah, voilà, le Barça a plus ou moins sécurisé la Liga. C'était l'objectif essentiel de cette fin de saison après l'échec en Ligue des Champions. Donc on va dire que Hansi Flick s'en sort bien là-dessus parce que d'un point de vue comptable, il y a les résultats au bout. Avant d'ouvrir la page Atlético de Madrid, Anna, peut-être un petit mot sur le Rayo Vallecano qui va être l'adversaire de Strasbourg en demi-finale de Ligue Conférence jeudi. À quoi elle ressemble cette équipe tout simplement? C'est une équipe qui a pas mal bougé quand même depuis la saison passée. Une équipe qui a joué pendant longtemps quand même cette saison, quasiment la relégation. Donc on n'est pas sur... voilà, c'est pas une équipe qui est programmée pour arriver à ce stade-là d'une compétition européenne, mais qui a très bien joué pour le coup ses coups en match européen, qui est très redoutable en contre notamment avec ici Palazón. Alors ici c'est un peu une star locale en Espagne parce que voilà, c'est un joueur, on va dire que c'est un joueur un peu iconoclaste et avec son jeu un peu particulier, il est très technique, mais surtout il est capable de marquer des très beaux buts. Donc c'est un joueur à suivre. En tout cas, si vous êtes supporter strasbourgeois, attention à ce crâne chauve qui pourrait, qui pourrait faire du mal dans les défenses. Mais côté Rayo, le changement là, ces dernières semaines, surtout, c'est l'émergence de Dani Cardenas, qui est du coup deuxième gardien normalement, et qui commence à faire sa place en tant que numéro 1, parce que Batalla a été lui très en difficulté cette saison. Alors, il y a vraiment un point d'interrogation de savoir si c'est lui qui va débuter ou pas. Mais lui, attention, parce que Cardenas, il est très très en forme en ce moment. Il a arrêté un penalty contre l'Espagnol. Donc vraiment, il y a un peu ce doute-là. Sinon, sur le papier, Strasbourg est favori parce que si on regarde d'un point de vue des joueurs purement, bah, l'effectif de Strasbourg est au-dessus de celui du Rayo Vallecano. Mais on a quand même un bon travail global, surtout sur le bloc équipe qui est très solide parce que contre la Real Sociedad ce week-end, ils ont fait 3-3. Ils méritaient honnêtement de gagner parce qu'en plus, il y a vraiment eu un coup du sort contre l'arbitrage, enfin avec l'arbitrage, etc. Ils sont très remontés d'ailleurs contre l'arbitrage. Mais c'est une belle équipe d'un point de vue collectif, moins d'un côté individuel, mais ce sera surtout un beau déplacement, je pense, pour ceux qui iront à Madrid, parce que c'est un stade qui est mythique, avec une ambiance très particulière, et c'est un stade où le Rayo va peut-être plus jouer bientôt, parce que il est bientôt plus aux normes, hein, clairement, on est un stade très très vétuste. Mais c'est quand même une équipe phare, on va dire, du championnat espagnol, même si aujourd'hui ils sont que 11e de Liga. Parlons, Anna, de cette demi-finale de Ligue des Champions qui nous attend entre l'Atlético et Arsenal. Bon, évidemment, tu me vois venir avec notre prisme français. On le voit via Antoine Griezmann, ce match à venir. Dernière chance de titre pour l'Atlético cette saison. Dernière chance de titre
dans la carrière d'Antoine Griezmann à l'Atlético avant de rejoindre donc la MLS cet été. Est-ce qu'en Espagne également, le cas Antoine Griezmann occupe beaucoup l'espace médiatique avant cette demi-finale? Ouais, il y a vraiment un sentiment de last dance autour de Griezmann, de se dire qu'entre guillemets, bon, bah, il a raté l'occasion en Copa, ils ont perdu au tir au but, mais il a cette deuxième chance via la Ligue des Champions et c'est un peu, ce serait un peu rattraper tout ce qui s'est passé pour Antoine Griezmann en Ligue des Champions avec l'Atlético. Il y avait vraiment ce sentiment d'être maudit, de jamais réussir, etc., à remporter ce titre. Et c'est vrai que là, il y a une sensation de cohésion, en tout cas, autour d'Antoine Griezmann pour ce trophée-là. Lui, il a été élu homme du match ce week-end contre l'Athletic. Il a marqué et à la fin de ce match, il est allé saluer très longtemps les supporters de l'Atlético parce que bah voilà, il a marqué ce qui pourrait être potentiellement son dernier but au Metropolitano. Alors on le souhaite pas parce que voilà, si on veut voir Antoine Griezmann aller plus loin dans la compétition en Ligue des Champions, il faudrait qu'il en marque d'autres. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment un sentiment très particulier autour de tout ça parce que ben, on sait que c'est plus ou moins la dernière et c'est une équipe aussi de l'Atlético qui est un peu en pleine mutation parce qu'on a des joueurs comme Alvarez, comme Baena, comme même Barrios qui du coup s'est blessé et sera pas là contre Arsenal mais qui monte en puissance et ces plus jeunes joueurs se réunissent un peu derrière la cause d'Antoine Griezmann parce que bah, lui-même le dit, en fait, moi j'ai envie de bien finir avec ce club, avec cette afición, avec ses supporters. Et il y a vraiment ce sentiment-là de dire qu'il faut faire quelque chose pour que Griezmann parte avec les honneurs et un peu comme il se doit finalement parce que il n'a pas remporté autant de trophées qu'espéré avec l'Atlético alors qu'il a vécu les plus belles années de l'Atlético d'un point de vue sportif. Donc voilà, c'est un peu lui rendre ça, lui rendre tout ce qu'il a apporté. Et on sent cette cohésion-là, mais on sent surtout un public de l'Atlético qui, globalement, y croit à ce match, à Ok. cette finale, à cette qualification finale contre Arsenal. Et c'est sans doute une bonne chose aussi parce qu'on sait que l'Atlético nourrit un peu ce sentiment de poupasse, d'être maudit, de pas réussir dans ce genre de gros match. Et le fait qu'il y a un sentiment un peu collectif qui va au-delà de tout ça, ça peut aider l'Atlético à surmonter un peu cette historique qui penche clairement pas en sa faveur. Rassure-nous, Anna, il n'y a pas de doute sur sa titularisation, hein, Antoine Griezmann. Ça aurait pu être le cas il y a quelques mois où il était quand même, on en avait parlé dans Tour d'Europe, un petit peu le super sub de cette équipe. Là, je regardais, il a été titulaire 8 fois sur les 11 derniers matchs. On aura du Griezmann titulaire. Très certainement oui, surtout que c'est vraiment un élément phare de Diego Simeone dans les grands matchs. Surtout que là, voilà, il a relancé plus ou moins l'Atlético qui restait sur 4 défaites Ouais. avant cette victoire contre l'Atlético. Donc il y a un côté mental aussi où lui se relance dans une équipe qui se relance. Donc voilà, c'est un bon appui, on va dire, avant une demi-finale comme ça. Reste à voir si l'Atlético arrive à gagner contre Arsenal, mais c'est vrai que là, les voyants sont plutôt au vert après ce match contre l'Athletic, qui est quand même un gros adversaire en Liga. Bon, on prend note. Merci beaucoup, Anna, pour ton analyse. On va suivre également avec beaucoup d'attention cette demi-finale entre l'Atlético et Arsenal. Et on conclut ce Tour d'Europe de manière plus générale avec toi. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Rendez-vous lundi prochain avec Cyril Morin. Vous verrez, vous aurez prochainement un tout nouveau décor dans Tour d'Europe. Il faudra être là. Voilà, vous pouvez nous suivre sur la chaîne YouTube d'Eurosport France. Comme chaque lundi, vous aurez les meilleurs moments de l'émission en petite pastille vidéo sur eurosport.fr. Et puis, comme d'habitude, abonnez-vous, likez, partagez et puis suivez-nous sur les réseaux sociaux. Ça nous aide beaucoup. Merci Anna, merci à toutes et à tous. Et à la semaine prochaine. Salut.